Bonsoir à tous et bienvenue à la Maison du Lac de Grandlieu. Je vais commencer moi, par dire un petit mot, comme ça permettra aux retardataires d'arriver, comme c'est les choses les moins intéressantes de la soirée. Je vais commencer maintenant. Donc on a l'honneur de recevoir ce soir pour cette conférence, une conférence exceptionnelle de Valérie Masson-Delmotte qui va notamment aborder ce soir les points clés du rapport spécial du GIEC sur les 1,5 degré de réchauffement planétaire. Alors le GIEC étant le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc je remercie vivement Madame Masson-Delmotte d'avoir accepté notre invitation malgré un agenda que je sais très chargé. Donc je ne vais pas être long car je sais que vous êtes venus une fois pour m'écouter, mais pour écouter Madame Masson-Delmotte. Elle nous a déjà mis l'eau à la bouche aujourd'hui, même si c'est pour nous dire aussi que les défis qui nous attendent sont nombreux. En préambule, je souhaiterais juste replacer cette conférence dans son contexte, notamment pour ceux qui découvrent peut-être la Maison du Lac de Grandlieu pour la première fois. Donc la Maison du Lac de Grandlieu, c'est 3 étapes, un centre d'accueil ici dans lequel nous sommes, un sentier qui mène au pavillon, l'ancien relais de chasse du parfumeur Guerlain. Cette structure a été créée en 2014 sous l'impulsion du département de Loire-Atlantique. Et sa gestion a été confiée à Loire-Atlantique Développement, avec une mission d'éducation à l'environnement et de valorisation des zones humides de Loire-Atlantique, et puis une mission de diffusion de la culture scientifique. La Maison du Lac de Grandlieu est une structure qui participe à la diffusion de la culture scientifique à travers des visites, des expositions temporaires, des ateliers ou encore des conférences comme ce soir. Aujourd'hui, vous avez pu le voir voilà, sur l'écran fond de scène derrière moi, nous avons eu le plaisir d'accueillir le lancement national de la Journée mondiale des zones humides qui a réuni plus d'une centaine de professionnels et élus venus de toute la France. Cette Journée mondiale des zones humides célèbre la convention dite de Ramsar, signée le 2 février 1971 dans la ville iranienne du même nom. Et le lac de Grandlieu fait partie des 48 sites Ramsar français. Et c'est assez méconnu pour beaucoup, mais nous avons 4 sites Ramsar en Loire-Atlantique. La Brière, les marais de Guérande, la baie de Bourgneuf, le marais breton et donc le lac de Grandlieu. C'est-à-dire des sites d'importance internationale pour les zones humides. Et depuis 2015, la Maison du Lac de Grandlieu propose avec ses partenaires un programme d'animation durant tout le mois de février dans le cadre de cette Journée mondiale des zones humides. Et la conférence de ce soir vient lancer ce programme d'animation. Alors la thématique de cette année est d'actualité puisqu'il s'agit des zones humides et du changement climatique. Et je ne pense pas que l'on aurait pu trouver quelqu'un de mieux placé pour nous en parler que Valérie Masson-Delmotte. Donc Valérie Masson-Delmotte est climatologue. Elle a fait sa formation à l'École centrale de Paris, une thèse sur la modélisation du climat appliquée au climat passé en 1996. Elle est chercheuse au CEA, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Elle est coprésidente du groupe du GIEC, donc portant sur les bases physiques du changement climatique pour le 6e cycle d'évaluation, c'est-à-dire de 2015 à 2022. Elle siège au conseil scientifique de l'Agence française de la biodiversité et ainsi qu'au conseil d'administration de l'Institut océanographique Fondation Albert Ier de Monaco. Ses travaux ont porté sur l'étude quantitative des climats passés à partir des archives naturelles comme les carottes de glace et l'utilisation de ces informations pour évaluer les modèles de climat et contraindre les risques futurs. Elle a publié environ 250 articles scientifiques et les travaux auxquels elle a participé ont été récompensés de nombreux prix scientifiques. Le prix Irène Joliot-Curie en 2013, le prix Tinker-Hughes, en ses travaux sur la science en Antarctique en 2015. Et elle a été récemment élue parmi les 10 scientifiques qui ont marqué l'actualité scientifique mondiale en 2018 par la revue Nature. Voilà. Juste avant de laisser la parole à Valérie Masson-Delmotte, Freddy Herbechon, vice-président du département en charge du suivi de la Maison du Lac de Grandlieu, et il va nous dire un petit mot. Très court ce mot, merci Olivier, mesdames, messieurs. Nous sommes très contents effectivement de l'organisation de cette journée mondiale des zones humides. Ramsar, en Iran, comme l'a dit Olivier, convention internationale. Très content de vous recevoir Valérie Masson-Delmotte. Vous l'avez vu, le pédigré, c'est une grande fierté en tout cas de vous accueillir, de profiter de vos travaux. Et je peux vous dire déjà ce matin que son intervention a été remarquée, le président du département l'a fait savoir, et nous sommes vraiment très contents
Merci Olivier et à toute l'équipe de la Maison du Lac d'organiser cet événement. Vous remplissez pleinement cette mission de culture scientifique qui est une des missions de cette Maison du Lac que nous avons souhaité s'inscrire dans ce territoire de Loire-Atlantique. Vous avez derrière cette image du canal d'Erlin qui donne en perspective avec ce pavillon qui a été aménagé pour effectivement recevoir du public avec une approche onirique. Et ici, ce centre d'interprétation qui est là pour effectivement diffuser cette connaissance. En tout cas, pour le département de Loire-Atlantique, c'est vraiment une chance. Le président l'a dit ce matin, un département d'eau, deuxième département d'importance en zone humide en France. Effectivement, on a pu mesurer, je l'espère, ce matin et encore ce soir à travers la conférence, les enjeux importants qui sont devant nous et puis cette relation et ses effets entre le réchauffement climatique et cette nécessité impérieuse de préserver les zones humides. En tout cas, on l'a dit, nous, dans ce département, on a un vrai défi. Vous connaissez, vous êtes habitant de Loire-Atlantique, c'est un événement dynamique, nous en sommes fiers, mais parce qu'il est d'autant plus dynamique que nous avons un enjeu crucial de préservation des espaces, de ces milieux. Et je peux vous assurer que nous avons une ambition dans ce département parce que nous avons cette culture du dialogue, cette culture où nous pouvons dépasser nos clivages pour aller plus loin. Et le président l'a dit, nous allons afficher une ambition majeure pour la préservation de ces milieux qui est la zéro artificialisation nette. Cette ambition, seul le département ne pourra rien faire. Nous allons entraîner l'ensemble des acteurs puisqu'il faudra aller vers un modèle urbain d'une autre manière de faire. Nous ne pourrons plus continuer à étaler, nous ne pourrons plus continuer à grignoter les zones humides, à les détruire. Il va falloir effectivement impulser, réinventer un modèle. Donc vous voyez le défi des zones d'activité, vous voyez dans notre département, et pourtant nous souhaitons aussi en même temps conserver ce dynamisme. Je le disais, cette démographie, 17 000 habitants par an. Certains de mes concitoyens me disent, est-ce qu'on peut continuer encore à accueillir 17 000 habitants? Je veux dire, on n'a pas le choix. Sur ces 17 000 habitants, la moitié, c'est du sol naturel. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Il va bien falloir les loger, les éduquer, qui se prennent des loisirs, qui viennent ici recueillir des échanges. Et puis l'autre moitié, c'est l'attractivité du département. On est content. À part faire comme Trump, faire un mur autour du département, on aura du mal sur la partie maritime. Nous n'avons pas le choix. Il va falloir accueillir, loger, et tout en même temps préserver les espaces. Vous voyez le défi devant, et je remercie à nouveau parce qu'on a aussi des défis importants avec cet enjeu de réchauffement climatique. Je pense que nous pouvons applaudir à notre grand intervenant au niveau scientifique international. Bonsoir. Si vous pouvez m'aider à remettre juste la présentation en place. Donc d'abord, merci d'être là ce soir, en fin de semaine. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'essaie de l'être, mais je manque un peu de sommeil en ce moment. Juste un petit mot. J'ai renoncé à mon cadeau de Noël pour être là. Ma fille de 20 ans nous avait offert des places pour le match de rugby ce soir. Ma famille y est. Les Français sont avec l'équipe de France. Et voilà, donc la recherche d'un équilibre vie familiale, vie professionnelle est parfois un peu délicat. Alors, ce que je voulais faire avec vous, c'était partager un peu l'histoire des sciences du climat, vous expliquer pourquoi on a besoin d'une coopération internationale très large pour faire le point sur l'état des connaissances régulièrement. C'est le but du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas mes travaux, c'est le résultat d'un travail collectif de coopération scientifique avec des chercheurs du monde entier. Partager aussi avec vous à quel point l'interaction, l'interface entre science et politique est importante. Et je suis là aussi parce que je suis payée par vos impôts. Je suis payée par vos impôts pour faire un métier qui me passionne. C'est une chance extraordinaire. Et depuis que j'ai eu la chance de le faire, j'ai le sentiment de devoir partager des connaissances avec tout le monde.
Certes, si je les garde dans mon petit écosystème de chercheurs du monde entier, c'est confortable et c'est facile. Mais il y a aussi cette urgence à partager ses connaissances avec tout le monde. Et le dialogue, pour moi, est aussi quelque chose d'extrêmement important pour comprendre, vous, votre représentation du changement climatique, vos questions. Et donc, je vais essayer d'aller vite pour gagner du temps et garder du temps pour cet échange qui est quelque chose d'important pour moi. Alors, quelques mots sur les sciences du climat. Les sciences du climat sont des sciences qu'on décrit parfois comme jeunes, mais ça n'est pas vrai. Donc, vous avez la première série chronologique de l'évolution du climat. Ce sont des marches d'escalier graduées auprès du Caire en Égypte. Parce qu'en Égypte ancienne, les crues du Nil, elles étaient critiques pour la production agricole, pour les recettes fiscales. Et donc, il y a eu la mise en place d'un système de surveillance. On mesurait la hauteur des crues du Nil sur des marches graduées. Et on a des séries comme ça, mesurées en fait sur plusieurs milliers d'années qui sont extraordinaires. Le mot climat, ça vient du grec ancien. Et d'ailleurs, c'est lié à l'inclinaison des rayonnements du soleil. C'est le terme climat. Parce que les Grecs avaient compris que la température variait en fonction de l'heure du jour et de la quantité d'énergie solaire qui arrivait, mais elle variait aussi en fonction de la latitude, de l'Égypte à l'Écosse, en gros, la gamme de leurs explorations. Ils avaient même pensé le changement du climat ou la variabilité du climat, et on rapporte à Aristote ces propos, de même que chaque année, l'été succède à l'hiver. Sur une longue période de temps, il y a des changements du climat, mais ils se produisent si graduellement qu'à l'échelle de notre propre existence, ils passent inaperçus. Et en fait, notre travail, nous, comme chercheurs en sciences du climat, c'est d'acquérir des enregistrements sur le temps long. Moi, j'ai travaillé sur les carottes de glace en Antarctique sur 800 000 ans, les carottes de glace au Groenland sur 130 000 ans. J'ai travaillé sur des anneaux de croissance d'arbres en France, du côté de Rennes, du côté d'Angoulême, du côté de Fontainebleau, avec des dates de vendange sur plusieurs siècles. Et ça fait partie des briques des sciences du climat, d'être capable de connaître l'évolution du climat de la Terre sur tous les continents, dans tous les océans, dans les régions polaires sur un temps long. Mais à côté de ça, il y a aussi des sciences plus modernes. L'invention des instruments de mesure au XVIIe siècle, la construction de grands réseaux d'observation, on est capable d'avoir une estimation de la température à la surface des continents et des océans depuis le milieu du XIXe siècle, grâce à cette construction de grands réseaux de mesure, au départ pour la prévision du temps, mais dont la valeur s'est révélée en termes d'enregistrement de l'évolution du climat, pas le temps qu'il fait en un instant donné, à un moment donné, mais l'évolution à l'échelle planétaire sur plusieurs dizaines d'années, l'échelle de temps du climat. Comprendre le climat, c'est comprendre comment fonctionne l'atmosphère, comment fonctionnent les océans, la surface des continents, les glaces, leurs interactions, c'est ce qu'on appelle la machine climatique, et donc c'est de la physique. Donc, la physique des fluides, les transferts de rayonnement dans l'atmosphère, la thermodynamique, tout ça c'est de la physique bien établie, dont les bases ont été posées dès le XVIIIe et le XIXe siècle. Sauf que nous, on l'applique à un objet complexe, à un objet qui a la capacité d'avoir des rétroactions, c'est-à-dire que quand on touche le climat, on déclenche des conséquences en chaîne qui vont interagir avec la réponse à la perturbation initiale. Par exemple, si vous avez un réchauffement, l'atmosphère, dès qu'elle se réchauffe, elle peut contenir plus d'humidité. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre qui va amplifier la perturbation initiale. Et puis, si vous avez plus de vapeur d'eau, vous pouvez avoir des nuages qui ont un effet parasol, des nuages qui ont un effet de serre. Et selon le type de nuage, vous pouvez avoir un effet réchauffant ou refroidissant. Si vous réchauffez le climat, vous allez perdre les zones enneigées, englacées, vous perdez leur miroir, donc vous avez un effet amplificateur. Et puis si vous réchauffez le climat, au bout d'un moment, la planète elle va émettre plus de rayonnement vers l'espace et ça va se stabiliser. D'accord ? Donc comprendre le fonctionnement du climat, c'est comprendre en fait tous ces mécanismes de rétroaction. Et on le fait en fait grâce au climat passé. C'est finalement autant d'expériences naturelles sur le climat de la Terre. On le fait en observant ce qui s'est passé depuis 150 ans. Et je ne vous cache pas que nous faisons la meilleure expérience grandeur nature sur le climat de la Terre. Parce que nous la perturbons profondément, nous observons les conséquences. Expérience involontaire. Nous étudions aussi le fonctionnement du climat en mettant en équation, sous forme de programme informatique d'à peu près 1 million de lignes de code, le fonctionnement de l'atmosphère, de l'océan, la surface des continents. Donc ça touche à une représentation d'aspects chimiques, la manière par exemple dont le dioxyde de carbone rentre dans les océans, les acidifie, interagit avec la chimie des océans. Il y a une représentation qui reste simplifiée du vivant, à travers le lien entre le climat et le cycle du carbone, la capacité de milieux naturels comme les zones humides à stocker du carbone, comme les forêts, comme les océans. Et donc on a une représentation aussi simplifiée du vivant pour le cycle du carbone dans les modèles de climat.
On représente aussi la chimie de l'atmosphère, les ingrédients de la qualité de l'air, dans les modèles de climat. Donc ces modèles de climat, ils ont été construits au début pour comprendre comment ça fonctionne, dans les années 50. Donc le cadre théorique était là, mais c'est la révolution, l'invention des ordinateurs, des supercalculateurs, qui a été tout de suite utilisée pour la prévision du temps. Et les modèles de l'atmosphère qu'on utilise pour la prévision du temps sont les mêmes qu'on utilise pour comprendre le fonctionnement du climat, mais sur des périodes de simulation beaucoup plus longues. Donc ces modèles de climat, ils nous servent aussi à comprendre les mécanismes des grands changements climatiques. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des périodes chaudes à l'échelle géologique? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des glaciations? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des petites variations à l'échelle de la période historique, les derniers millénaires? Tout ça, on l'étudie à l'aide des mêmes modèles de climat, qui, moi, jouent un rôle fondamental dans ma propre recherche. On les teste sur des climats passés, on les met au point sur le climat actuel, on les teste sur le climat passé, et puis c'est les seuls outils pour explorer les futurs possibles. On n'extrapole pas les dernières décennies pour savoir à quoi s'attendre. On représente le fonctionnement du climat, et puis on fait des hypothèses sur les perturbations. Que se passera-t-il s'il y a une éruption volcanique majeure? Que se passera-t-il si le soleil est peu actif? Que se passera-t-il si on continue à injecter des gaz à effet de serre, déforester, etc. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur ce côté-là, qui est souvent un peu opaque, difficile à comprendre, mais qui joue un rôle essentiel dans la connaissance, la production de connaissances, d'informations, vis-à-vis de futurs possibles. Alors ces modèles de climat, ils sont basés sur des lois physiques. On les teste sur leur représentation des caractéristiques du climat actuel. On attend qu'ils représentent correctement le contraste entre l'été et l'hiver, l'équateur et les pôles, c'est normal. Climat tempéré de notre région. On les teste sur les tendances observées des dernières décennies. On les teste sur la représentation des processus, des mécanismes de la variabilité naturelle du climat. On les teste pour l'atmosphère sur la prévision météo tous les jours. Il y a des progrès considérables en 30 ans sur la qualité de la prévision météorologique, même s'il reste beaucoup de progrès à faire sur la prévision détaillée de l'occurrence et de la quantité de pluie, par exemple. Et puis, on les teste sur les climats passés, climat glaciaire, période où le Sahara était plus vert. C'est des choses auxquelles j'ai contribué dans ma propre activité de recherche. Et puis on nous demande, nous, de transmettre une information sur l'évolution future. C'est pas de la recherche fondamentale, c'est aussi une question de la société. Et donc, un enjeu pour nous, c'est de transmettre en quoi on a confiance, et aussi où est l'incertitude. Et donc pour ça, une approche consiste à comparer tous les modèles de climat qui existent dans le monde. Il y en a 2 en France, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont je fais partie en région parisienne, très lié au CNRS, et puis un à Météo France, autour du pôle de Toulouse. Il y en a dans la plupart des grands pays européens, des grands pays occidentaux, des grands pays émergents de plus en plus. Et puis on voit apparaître un développement de modèles de climat en Amérique du Sud, et pas encore en Afrique, mais j'espère que ça va bientôt être le cas. Et donc on compare en permanence le résultat de ces modèles de climat. C'est un peu comme le patinage artistique en fait. On dit voilà la figure imposée qu'il va falloir faire. Tous les modèles de climat font la même simulation en réponse au même scénario. Et on regarde ce qui est robuste, c'est commun à tous les modèles. On regarde ce qui est très différent. Et là on voit qu'on a une incertitude profonde. C'est pas parce que c'est commun à tous les modèles que c'est vrai, mais c'est la manière dont on rapporte ces résultats. Donc il y a une coordination très forte au niveau international. En France, on a à peu près 1000 chercheurs, enseignants-chercheurs, techniciens, ingénieurs, à faire de la recherche au sens large sur le climat. Dans le monde, moi j'estime qu'on est 20-25 000 à peu près en tout, sur tous les aspects d'observation, de compréhension des processus, de modélisation. Alors un des résultats que l'on obtient, c'est par exemple le suivi de la composition de l'atmosphère. La concentration en dioxyde de carbone, en méthane, augmente fortement, année après année. Par rapport au niveau pré-industriel, on est à 40% de plus sur la teneur en dioxyde de carbone. On n'a jamais eu autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis les 1800 millions de carottes de glace. Il faut remonter à peu près 3 millions d'années vers le passé pour en retrouver autant. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? À l'échelle géologique, il y a eu des climats plus chauds, plus humides. Petit à petit, des mécanismes d'érosion, de photosynthèse, de carbone qui a été stocké sous forme de matière organique, a enlevé du dioxyde de carbone à l'atmosphère. Ça a fait des gisements de charbon, de pétrole, de gaz. Nous brûlons ces énergies fossiles, nous recréons une atmosphère plus riche en dioxyde de carbone, comme la Terre l'a connue, à l'échelle géologique, à des moments où le climat était plus chaud, le niveau des mers plus élevé. Teneur en méthane dans l'atmosphère, le deuxième gaz à effet de serre le plus puissant, avec une concentration qui augmente également très fortement. On est à 2,5 fois le niveau pré-industriel. Là, ce sont les mesures de l'Agence Océan-Atmosphère américaine que je vous montre. On a aussi un réseau similaire en Europe. On est certain que cette augmentation de l'atmosphère est due aux activités humaines. Nous n'avons aucun doute.
et nous pouvons le démontrer, nous sommes certains qu'en rajoutant ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on piège de l'énergie qui ne part plus vers l'espace sous forme de rayonnement thermique. Ça correspond à une perturbation pour chaque mètre carré autour de notre planète de 2,3 watts. Auparavant, cette énergie partait vers l'espace. Par le fait de rajouter des gaz à effet de serre, cette énergie s'accumule. Donc le réchauffement climatique, c'est une accumulation d'énergie dans le système climatique du fait de nos activités. Alors qu'est-ce que ça fait en 2 mots? Ça provoque un réchauffement de l'air en surface, des sols, des océans en surface et en profondeur et une fonte des glaces. Sur 100% d'énergie en plus, 93% de cette énergie en plus rentre dans les océans. Alors vous savez peut-être que la circulation des océans, on peut la décrire comme une sorte de grand tapis roulant. Vous savez, avec des courants chauds de surface puis des plongées d'eau profonde. Le temps de parcours de ce grand tapis roulant, c'est à peu près 1000 ans. Donc on a de la chance en fait. Les océans, ils amortissent cette perturbation, ils rentrent la plupart de la chaleur, mais ils vont la garder longtemps. Donc à la fois, ils amortissent pour nous à la surface, mais ils font que ce réchauffement est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière en fait. Ce surplus de chaleur, il est là, il va ressortir, il va maintenir un climat plus chaud, quoi qu'on fasse. 3% de l'énergie en plus, ça rentre dans les sols, ça fait... vous avez peut-être des caves en fait, mais on voit en fait une propagation en profondeur de cette vague de température qui pose des problèmes parfois de conservation du vin dans des caves dont la température augmente. 3% ça provoque la fonte des glaces, c'est une conversion d'énergie en fait, en fonte des glaces. Et puis 1% de l'énergie supplémentaire, c'est le réchauffement de l'air au-dessus des continents et des océans. Alors souvent quand on parle de climat, on donne un indicateur, le réchauffement à la surface de la Terre. C'est pas parfait. C'est pas ce qui représente l'énergie accumulée, mais ça nous parle. On habite à la surface, beaucoup d'écosystèmes sont à la surface, et cet indicateur, il est pertinent parce que pas mal de conséquences de ce réchauffement sont proportionnelles à la température à la surface de la Terre. Mais l'indicateur le plus juste, c'est la quantité de chaleur dans les océans. Et donc c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer depuis les années 60, avec des grands réseaux de mesures océanographiques, donc des systèmes de bouées et de plongeurs, de profileurs semi-automatiques, qui nous permettent petit à petit d'avoir un suivi, non pas uniquement en surface, mais maintenant sur 2000, 3000, 4000 mètres, en profondeur dans les océans, suivre les profils de température, de salinité, la quantité de chaleur dans les océans. Et vous voyez cette accumulation d'énergie dans les océans, qui est très nette, et qui se poursuit à un rythme régulier. Tant qu'on va garder une perturbation du bilan d'énergie de la Terre, on va continuer à emmagasiner de l'énergie, le climat va continuer à changer. On me pose parfois la question du lien entre le réchauffement et les événements extrêmes. Si vous réchauffez le climat, la température augmente au-dessus des continents. Les extrêmes chauds augmentent. Les extrêmes froids ont une intensité qui, en moyenne, diminue à la surface de la Terre. On a toujours des hivers froids. Mais en moyenne, ils sont moins froids aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. L'atmosphère, quand elle est 1 degré plus chaude, elle peut contenir 7% d'humidité en plus. Ça veut dire que la même tempête aujourd'hui n'aura pas nécessairement les mêmes caractéristiques que la même tempête il y a 50 ans. Et on observe dans beaucoup de régions, pas partout, mais dans beaucoup de régions, comme dans les régions de pluie cévenole, une augmentation des records de pluie. Si on regarde sur 30 ans, chaque année le record de pluie, on voit une augmentation du record de précipitation. C'est aussi une des conséquences qu'on attend simplement de la physique de l'atmosphère dans un climat où il y a plus d'énergie. On observe aussi dans certains cas des sécheresses qui sont plus rapides. Parce qu'avec une atmosphère plus chaude, elle va pouvoir vider les sols de leur humidité plus vite, et des sécheresses qui vont être renforcées par des vagues de chaleur plus intenses ou plus fréquentes, qu'on observe sur tous les continents. Il y a bien sûr un recul de l'enneigement au printemps, surtout, un recul généralisé des glaciers, pas partout, mais la plupart des glaciers reculent. Dans certains cas, il neige un peu plus, et ces glaciers-là se maintiennent. Mais l'effet de la température d'été entraîne une fonte des glaciers. Vous avez certainement vu ces images des Pyrénées ou des Alpes, qui sont très clairs et qui montrent de manière visible cette fois les conséquences du réchauffement. On a un recul de la banquise arctique, ce n'est pas le cas près de l'Antarctique aujourd'hui. On a un recul de la calotte du Groenland, on a un recul de la calotte de l'Antarctique qu'on mesure depuis peu, essentiellement avec des satellites. Le fait que les glaciers fondent, le fait que les calottes polaires rejettent de l'eau vers les océans, et le fait que les océans se dilatent en se réchauffant, provoque une montée du niveau des océans. 20 cm au XXe siècle, plutôt de l'ordre de 3 mm chaque année aujourd'hui. Donc on est actuellement plutôt sur un rythme de 30 cm par siècle. Au départ, plutôt le réchauffement des océans. Il y a 15 ans, c'était à part égale réchauffement des océans, glacier, calotte. Et maintenant, la part calotte augmente. Il y a une accélération de la contribution du Groenland et de l'Antarctique au cours des derniers 15 ans.
Donc la question de la montée du niveau des mers, c'est quelque chose qui est inéluctable. Les océans n'ont pas fini de se réchauffer en profondeur par rapport à la perturbation d'aujourd'hui. Les glaciers ne sont pas à l'équilibre avec les températures d'aujourd'hui, ils vont continuer à s'ajuster. Les calottes ne sont pas à l'équilibre avec le climat d'aujourd'hui. Donc il y a un truc qui est certain, c'est que la montée du niveau des mers va se poursuivre. Quoi qu'on fasse, il faut s'y préparer. Il faut utiliser cette information scientifique pour anticiper par rapport à la gestion, par exemple, du littoral dans les zones de basse terre en particulier. On me demande aussi souvent, mais finalement, l'activité humaine perturbe le climat, mais quelle est votre estimation? Est-ce que c'est 5% du réchauffement qui est dû à l'activité humaine, la moitié? Quelle est votre meilleure estimation? Donc voilà en fait une mise à jour, je montre celle-ci parce qu'elle a été faite récemment, par rapport à la température moyenne mesurée chaque mois à la surface de la Terre, c'est la courbe noire qui est bruitée. Vous avez en bleu la part qu'on estime avec l'ensemble des simulations disponibles dues à l'activité du Soleil et au volcan. Donc vous voyez, quand il y a une grosse éruption volcanique, il y a plutôt un effet refroidissant. Les poussières ont un effet un peu parasol, mais ça ne dure pas longtemps après les poussières retombent. L'activité du Soleil elle a un effet très faible, moins de 0,1 degré sur les cycles de 11 ans en fait, de l'activité du Soleil, au niveau planétaire. Et vous voyez qu'en fait, notre meilleure estimation, c'est pas mon travail, c'est le travail de dizaines d'équipes de recherche dans le monde, là c'est l'université d'Oxford, c'est que la part du réchauffement due à l'activité humaine, avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, compensé en partie par un effet refroidissant de certaines particules de pollution, c'est ce qui est observé, à 20% près. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous l'avez vu expliqué dans les médias? Ce résultat, on l'avait déjà obtenu en 2013. C'est dans le rapport du GIEC de 2013. On l'a remis dans celui de 2018. Mais je me rends compte de plus en plus qu'il n'est pas partagé. Et qu'il reste une ambiguïté dans la discussion publique. On va dire, oh oui, mais ça joue peut-être un peu, mais on n'est pas sûr, etc. Mais c'est vraiment le résultat de tous les travaux qui existent, publiés à ce jour, qui permet d'expliquer à la fois le réchauffement des océans et le réchauffement de l'air à la surface de la Terre. Alors ce qui augmente aussi, c'est pas que la température et les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est le nombre de publications scientifiques. Pourquoi? Parce que la question climat, c'est une question de science de l'atmosphère, etc., la physique, mais c'est aussi une question d'impact sur les milieux naturels. Dans tous les écosystèmes du monde, on voit des effets de température plus chaude dans les océans comme sur les continents, du recul des zones enneigées ou englacées. Donc il y a des études en fait de plus en plus de biologistes, il y a des études de spécialistes de la société qui regardent en fait quelles sont les conséquences de ce réchauffement pour les activités humaines, dans chaque région, dans chaque secteur d'activité, par exemple pour l'agriculture, pour donner un exemple, pour la gestion de l'eau. Et puis il y a tout un ensemble de travaux qui portent sur les réponses que l'on peut apporter à ce climat qui change. Quelles sont les solutions? Quels sont les risques à venir? Comment peut-on gérer ces risques, ce qu'on appelle l'adaptation, en jouant sur les vulnérabilités, sur l'exposition aux risques? Quelles sont les solutions pour réduire nos rejets de gaz à effet de serre tout en assurant un développement économique, un développement social? Et donc en fait, il y a toutes les disciplines scientifiques dans tous les domaines qui publient en fait autour de la question du changement climatique avec 20 000 publications par an. Personne n'est capable de lire 20 000 publications par an, même pas le résumé, même pas le titre. Et donc ça demande un travail collectif, collégial, régulier, pour passer en revue cette littérature scientifique et faire le point régulièrement sur l'état des connaissances. Ça veut dire quoi, faire le point? Qu'est-ce qu'ils nous demandent les politiques? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce que vous remettez en cause des travaux précédents? Quelles sont vos controverses? Quelles sont vos incertitudes? Quelles sont les limites des connaissances? Et qu'est-ce qui est important pour éclairer des choix de société? En gros, je résume, mais c'est vraiment ça les questions que nous recevons de la part de beaucoup de responsables politiques. Il y a 30 ans, tout au début en fait, les premières simulations d'évolution future du climat avec l'océan et l'atmosphère, c'était publié en 1988. Et ce qui avait été anticipé, c'est ce qui est observé. Les modèles ont progressé depuis, mais ce qui avait été anticipé, c'est ce qui est observé. Donc à l'époque, il y avait une dynamique internationale intéressante. Il y avait par exemple la destruction de la couche d'ozone, due à certaines substances produites industriellement par les activités humaines, l'industrie chimique qui avait des substituts disponibles, une corrida de succès en fait, de l'appropriation d'un enjeu perçu comme dangereux, de destruction de la couche d'ozone qui filtre des rayonnements nocifs, et puis une réaction collégiale pour y faire face et trouver des solutions. Donc c'est pour ça que les gouvernements, en 1988, ont mis en place le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, dans la même idée, pour doter, en fait, construire une interface connaissance scientifique, monde politique. Donc on produit des rapports, on ne fait pas de recherche,
On passe en revue l'information scientifique, technique, socio-économique pour comprendre les bases des risques du changement climatique dû à l'influence humaine, c'est le mandat, les impacts potentiels, et puis comment agir, quelles sont les solutions. Alors on doit le faire de la manière la plus rigoureuse possible. Chaque fois qu'il y a une erreur, c'est dramatique. Chaque fois qu'il y a une erreur, en fait, c'est utilisé pour décrédibiliser l'ensemble du processus. Alors l'erreur est humaine, on fait notre possible, et le possible, c'est l'esprit critique. La seule façon de faire, c'est avoir des gens d'horizons différents qui font ce travail ensemble, et puis d'autres qui relisent, qui vérifient, qui remettent en cause cette évaluation. On ne sait pas faire autrement. Donc c'est ce qu'on met en place. On le fait de la manière la plus transparente possible. On a un devoir de ne pas être prescriptif. C'est-à-dire qu'on nous demande de dire, si vous voulez aller du point A au point B, voilà les options. Certaines options ont ses avantages, d'autres options ont ses inconvénients, mais de la manière la plus factuelle possible. Donc si vous lisez dans la presse, le GIEC dit qu'il faut qu'on limite le réchauffement à 1,5 degré, c'est faux. Si vous lisez, le GIEC a dit qu'il fallait faire ci ou ça en termes d'options de choix énergétiques ou autres, c'est faux. On n'a pas le droit de le faire, et on ne le fait pas dans nos rapports. On met sur la table une analyse des risques, des options d'action, et puis des risques parfois associés à ces options d'action. Le GIEC n'a pas de modèle, le GIEC n'a pas de scénario. Les scénarios sont construits par la communauté scientifique, et nous passons en revue les publications scientifiques d'équipes de modélisation, d'équipes qui construisent des scénarios. C'est pas nous qui les produisons. Cela étant, quand on prépare nos rapports, on stimule pas mal la production de connaissances nouvelles. Pour beaucoup de scientifiques, c'est un honneur en fait que leurs travaux soient utilisés dans les rapports du GIEC, donc ils se coordonnent et ils font en sorte de faire des synthèses, des publications qui soient à temps, avec les connaissances les plus récentes, pour informer nos rapports avec de la matière nouvelle. On ne fait pas des livres de cours, on ne fait pas des encyclopédies, c'est très dur à lire, je m'en excuse en fait. Les chapitres sont en anglais, ils sont rédigés dans un anglais très scientifique. Chaque conclusion, elle est exprimée avec un niveau de confiance, moyen, faible ou élevé. Parfois un niveau de probabilité associé à une conclusion. Les résumés pour décideurs, ils sont longs, ils font 20 à 30 pages, ils sont encore très techniques, même ceux qui sont à destination de conseillers de gouvernement, typiquement. Mais ils restent très techniques parce qu'il faut qu'ils soient le plus juste scientifiquement. Donc je vais essayer de vous faire un résumé pour citoyens tout à l'heure. Mais je m'en excuse par avance, en fait, on essaie de faire le mieux possible, mais ça reste difficile quand on veut être le plus juste scientifiquement possible. Et chaque chapitre termine par les limites des connaissances et les sources d'incertitude. Parce que quand on fait une évaluation, on se pose des questions, parfois on ne peut pas y répondre. Les connaissances ne permettent pas de le faire, et je pense que ça, en fait, pour moi, comme chercheuse, c'était la partie la plus utile des rapports, en fait. Prenez la conclusion d'un chapitre, vous dites, mais voilà les voies de recherche, voilà où je dois mettre des billes pour faire progresser les connaissances à l'avenir. Donc on écrit pour des décideurs au niveau internationaux, nationaux, locaux. On espère que les élus locaux prennent connaissance de nos rapports. On les destine aussi en fait à des enseignants. Beaucoup d'enseignants-chercheurs les utilisent en fait. Parfois à des enseignants, mais l'anglais est une barrière pour les enseignants français, j'en suis désolée. On a beaucoup d'ONG qui utilisent nos rapports. On a les organisations internationales d'entreprises de différents secteurs d'activité qui se les approprient. Le monsieur Climat d'ExxonMobil, c'est celui qui faisait le meilleur résumé des rapports du GIEC, parce qu'il les résumait pour des ingénieurs de l'industrie de l'énergie, qui sont des scientifiques aussi, d'une manière très claire. Je fais un petit silence. Donc le dernier rapport que je vais vous présenter, il a été traduit ou adapté pour les décideurs dans les villes, par les organisations des grandes villes comme le C40. Il a été adapté par un bureau pour l'éducation au climat qui vient de la main à la pâte, comme ressource pour des enseignants. Pour l'instant c'est en anglais, mais ça devrait être traduit en français prochainement. Alors le premier rapport du GIEC, il a conduit à la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est ce qui organise les conférences tous les ans. On est à la 24e, qui essaye d'avoir une action concertée et efficace. Alors elle est concertée, pas encore efficace. Le deuxième rapport, il a conduit en fait à fournir des éléments liés à la mise en place du protocole de Kyoto qui donnait des objectifs pour les pays riches de baisse de leurs émissions. Le troisième rapport a souligné l'importance de l'adaptation. Le quatrième rapport a été utilisé au moment de la conférence de Copenhague. Il a conduit à la décision politique d'avoir un objectif de contenir le réchauffement à 2 degrés. Il a aussi donné des bases pour la construction ensuite du mécanisme d'accord suivant, l'accord de Paris, qui lui-même fait référence au 5e rapport sur les éléments scientifiques. Et c'est là où les flèches changent. Et dans la COP21, les gouvernements nous ont dit « mais nous, on veut des connaissances sur 1,5 degré. Surprise. Ils s'étaient mis d'accord sur un objectif autour de 2 degrés.
Il y avait une ambition faible. Les promesses des pays, elles n'étaient déjà pas en phase avec cet objectif de 2 degrés. Et arrive dans cet accord l'invitation à ce que le GIEC fasse un rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement futur. Pourquoi? Parce qu'il y avait 100 pays, des pays vulnérables, des petits États insulaires, des pays peu avancés, qui considéraient qu'à 2 degrés, il y avait un danger vital pour eux. Et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'objectif, ils ont instrumentalisé la science. Ils nous ont invités à faire un rapport sur ce qu'on pouvait dire en termes de risques, évités ou pas, et les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles. Pour chaque rapport, il y a un processus un peu long. Alors je vous le décris, puis après je vous l'illustre. Les gouvernements en session plénière décident de préparer un rapport. Donc 195 délégués de gouvernement décident que le GIEC va préparer un rapport. On fait un brainstorming sur la structure de ce rapport avec des chercheurs du monde entier. Les gouvernements l'approuvent. Ensuite, les gouvernements, les organisations observatrices, la communauté scientifique font des propositions d'auteurs. Nous, membres du bureau du GIEC, 34 personnes, nous sélectionnons les auteurs. Ils rédigent un premier jet, qui est en général très mauvais parfois sur la structure, et puis très superficiel. Il part en relecture par la communauté scientifique, qui sont très critiques, à juste titre. Ensuite, ils révisent leur premier brouillon, et on commence à faire une première esquisse de synthèse, de résumé pour décideurs. Et là, il y a une date limite sur le matériel scientifique qu'on peut citer. Ça passe en relecture par la communauté scientifique et des experts nommés pour les gouvernements. En France, par exemple, à un moment donné, c'était l'Académie des sciences qui le faisait. D'ailleurs, j'avais reçu mon propre chapitre à relire. Donc ils avaient choisi la bonne personne, mais il y avait un petit problème de conflit d'intérêts. Mais en fait, on a beaucoup d'expertise dans les conseillers des différents ministères. Dans les gouvernements, les points focaux sont en prise avec la communauté scientifique de chaque pays. Donc identifier en fait des experts de sujets qui sont importants et qui vont justement amener à la relecture la compétence qui existe dans chaque pays. Les chapitres sont révisés dans leur version finale avec une date limite pour les publications qui peuvent y être incluses. Et puis on révise le résumé pour décideurs. Celui-ci est relu par les gouvernements qui font des commentaires sur la base des chapitres finaux. Ils ne remettent pas en cause la science, ils remettent en cause la manière de communiquer les points clés sur la base de la science que les auteurs ont identifiée et détaillée dans leur chapitre. C'est révisé. Et enfin, c'est approuvé, ce résumé pour décideurs, mot par mot et phrase par phrase, dans une session plénière avec les délégués des différents pays. Donc la première semaine d'octobre, en Corée du Sud, pour le rapport spécial sur 1,5 degré, nous y avons passé 100 heures, dont un bras de fer d'une nuit et d'un jour avec l'Arabie Saoudite sur la référence aux contributions volontaires des pays dans le cadre de l'accord de Paris. Pour vous expliquer le type de difficulté, la science, elle dérange parfois. Elle dérange par rapport à la stratégie de tel ou tel pays, son rapport à la déforestation, à la préservation des zones humides, son rapport par rapport à sa responsabilité historique, son rapport par rapport à son économie qui dépend des énergies fossiles, parfois. Et donc, la seule manière, nous, d'avoir nos rapports approuvés, c'est qu'ils soient solides, le plus solides possible, scientifiquement. Et par exemple, sur le lien avec les contributions des différents pays dans le cadre de l'accord de Paris, leurs promesses, il y avait 20 articles scientifiques, avec des méthodes différentes qui ont aggloméré ces promesses, qui en ont déduit une trajectoire d'émission. C'est solide, c'est pas un travail d'un scientifique dans un pays. C'était un socle commun, robuste, et c'est ce qui a permis de sortir des conclusions claires qui ont résisté à cette discussion approfondie. Donc voilà à quoi ça ressemble, la COP21, la décision en plénière du GIEC, donc c'est un côté un peu formel, c'est dans des bâtiments de l'ONU. Un brainstorming à Genève à l'été 2016 sur la structure du rapport qui est très facilement approuvé. On le prépare, on sélectionne nos auteurs, une 90, moitié pays du Nord, moitié pays du Sud. Ils se réunissent 4 fois, vous voyez qu'il y a un petit côté photo de classe. Celui-là, il a été préparé dans un calendrier sans précédent, donc dans l'urgence en permanence, avec en parallèle la communauté scientifique qui publiait des travaux nouveaux et les auteurs qui récupéraient ces travaux nouveaux et qui les évaluaient. Ça a été un peu particulier. Et puis, le succès de l'approbation en octobre 2018. Nous avons présenté les conclusions de ce rapport à la COP24. Ça a été extrêmement dense d'attention portée aux conclusions de ce rapport par tout le monde. Mais, dans la session officielle, 4 gouvernements, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie et les États-Unis, ont refusé d'en accueillir les conclusions. Ils nous ont remercié de l'avoir fait dans les temps. Ils ont remercié les auteurs pour leur dévouement. Mais les conclusions, elles dérangent. Et elles dérangent, je vous laisse deviner pourquoi. Elles dérangent parce qu'en fait, d'abord, c'est un travail solide. Donc on a passé en revue à peu près 6000 publications, les 3/4 nouvelles depuis le précédent rapport, donc
publiés depuis 2014 ou plus récents. Le travail il a bénéficié vraiment de l'apport de 1000 relecteurs qui ont envoyé 42 000 commentaires. Ça a été un travail énorme. Le chapitre sur les impacts du réchauffement climatique, entre 1,5 degré et 2 degrés, dans cette dernière version, a reçu 8000 commentaires. Les commentaires, c'est un truc essentiel en sciences. Quand vous voulez publier un article scientifique, vous l'envoyez à un journal spécialisé, puis il va faire relire à 2, 3, parfois 4 personnes. Nous, en fait, chaque chapitre, il est relu par 100 ou plus de relecteurs. Donc il y a une attention un peu différente portée à l'exhaustivité, à l'objectivité et à la rigueur de l'évaluation. C'est ce processus qui est un peu particulier, qui est un peu lourd, mais qui est derrière ce que je vais vous présenter. Ah, j'ai oublié de dire. La figure qui est derrière, c'est une œuvre d'art d'une artiste américaine qui s'est inspirée d'une des figures de notre rapport et qui a intitulé cela « Le temps du choix ». Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez vu tout à l'heure, hein, on est à 1 degré de réchauffement dû aux activités humaines, des effets déjà visibles. Le réchauffement il se poursuit au rythme de 0,2 degrés tous les 10 ans. Donc entre 2030 et en gros 2050, on sera dans un monde 1,5 degré plus chaud. C'est pas de la science-fiction, ça va venir très vite. Et donc il y a aussi cette pertinence à fournir un éclairage sur les risques à court terme auxquels inéluctablement on va devoir faire face et la manière de les gérer en agissant sur les vulnérabilités et l'exposition aux risques. Par contre, si on arrêtait tout aujourd'hui, demain, le réchauffement se poursuivrait, mais il se stabiliserait probablement proche de 1,5 degré, il ne le dépasserait pas. Donc tout va dépendre par rapport à l'amplitude future du réchauffement, de la quantité de gaz à effet de serre qu'on va continuer à déverser dans l'atmosphère. Avec un effet cumulé pour le dioxyde de carbone, et à l'inverse, un effet qui est quasi instantané, enfin court, une dizaine d'années pour le méthane. Donc, chaque gaz à effet de serre, il a des caractéristiques différentes, mais le dioxyde de carbone, comme il reste longtemps dans l'atmosphère, si on veut stabiliser le climat, il faut que les émissions elles deviennent zéro. À n'importe quel niveau, si on veut stabiliser le climat, il faut que les émissions, au lieu d'augmenter année après année dans le monde, diminuent et deviennent net zéro. Net zéro, ça veut dire qu'on n'en met pas plus dans l'air, que nous, on soit capable d'en enlever, soit en jouant sur les milieux naturels, soit en jouant sur des technologies pour en enlever de l'atmosphère. Donc voilà à quoi ressemblerait une stabilisation du climat théorique. En gris, si les émissions mondiales de dioxyde de carbone arrivent à net zéro d'ici à 2055. En bleu, si elles arrivaient à net zéro à horizon 2040, vous voyez qu'on gagne un peu sur le pic, au moment où on atteint le pic. Et puis si on agit que sur le dioxyde de carbone, mais pas sur les autres composés qui réchauffent le climat, comme le méthane, l'oxyde nitreux, le carbone suie, on aurait plutôt la courbe en rouge. Et donc agir sur les autres gaz, ça permet aussi d'avoir un pic plus bas, plus tôt. Donc ça, c'est ce que montre en fait le fonctionnement du climat. Alors j'ai oublié de dire, hein, si on continue comme maintenant, donc, comme maintenant les émissions mondiales de CO2, elles ont stagné 2014-2016, puis elles sont reparties à la hausse, celles de la France sont reparties à la hausse, celles de l'Europe sont reparties à la hausse, c'est pas ça qu'on aura. Hein. C'est une accélération du réchauffement et c'est plutôt une trajectoire 3-4 degrés ou davantage. Alors qu'est-ce que c'est un monde 1,5 degré plus chaud, 2 degrés plus chaud? On peut regarder sur les températures moyennes. Donc c'est une intensification de ce qui est déjà observé. 1 degré en moyenne en plus pour la Terre, c'est plus pour la France, c'est plutôt 1,5 degré. 1,5 degré en moyenne dans le monde, c'est un peu au-dessus pour la France, comme pour tous les continents, et beaucoup plus dans les régions arctiques parce qu'on perd des zones enneigées, englacées, et le réchauffement y est amplifié. Il y a une différence très nette entre 1,5 degré et 2 degrés. Le curseur monte au niveau planétaire, il monte dans toutes les régions. Pour les précipitations, vous voyez des structures un peu différentes. Hein. C'est les précipitations en moyenne annuelle en bas, les températures en moyenne annuelle en haut. Pour les précipitations, c'est dans les zones froides, plus doux, plus humides. Dans les zones de climat méditerranéen, plus chaud, plus sec. Alors, en 2 mots, près de l'équateur, vous avez de l'air chaud qui monte, il pleut beaucoup. Et ensuite, vous avez une cellule qu'on appelle la cellule de Hadley, avec de l'air sec qui redescend. C'est pour ça qu'on a des bandes un peu désertiques, semi-arides, de part et d'autre de l'équateur. Dans un climat qui se réchauffe, cette circulation s'élargit un peu. Donc en fait, on a une baisse des précipitations qui est simulée dans les régions de climat méditerranéen. On l'observe déjà, on s'attend à ce que ça s'amplifie. Une des conséquences pour le pourtour de la Méditerranée, c'est un doublement du risque de sécheresse, en gros, entre 1,5 degré et 2 degrés. Donc quelque chose qui est tout à fait significatif. Même chose, en fait, du côté de l'Afrique du Sud, le Mexique, la Californie, certains secteurs de l'Australie. Donc des choses très contrastées sur la répartition, en fait, de la pluviométrie. Des choses aussi très différentes pour les extrêmes. Alors là, le signal, il sort très clairement. Une augmentation forte et disproportionnée, pour chaque demi-degré de plus, du nombre de jours très chauds, en particulier dans les régions tropicales.
Alors ces jours très chauds, c'est ceux qui vont être responsables du blanchiment des coraux tropicaux. Ce sont des jours très chauds qui vont faire une chute de la productivité, par exemple, des élevages laitiers. Ces jours très chauds, ces vagues de chaleur, elles vont aussi provoquer une chute des rendements avec les céréales qu'on connaît aujourd'hui, pour le blé, le maïs, le riz ou le sorgho. C'est pas la moyenne qui va jouer, c'est ces jours extrêmes qui s'intensifient de manière disproportionnée pour chaque demi-degré de plus. Alors, ce que je dis en fait, c'est pour 1,5 degré de plus sur les pics de canicule, c'est plutôt 3 degrés. D'accord, les jours les plus chauds. Pour 2 degrés en moyenne à la surface de la Terre, c'est plutôt 4 degrés sur les pics de canicule. Donc il y a un effet qui est amplifié. Et puis dans beaucoup de régions, c'est aussi une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles. Donc c'est un signal qui sort clairement dans beaucoup de simulations. Donc le risque d'inondation. Et puis j'ai déjà dit tout à l'heure, pour les régions méditerranéennes, c'est une augmentation du risque de sécheresse. Donc les risques en fait c'est quoi? C'est l'aléa, ça c'est l'aléa. C'est les vulnérabilités, pas les mêmes partout, et l'exposition au risque. Et donc nous on a aussi évalué comment les risques changent. Alors, je vais passer ça parce que je ne vais pas avoir le temps. Et je vais faire directement la synthèse. Donc des risques en fait qui sont contrastés selon les régions. Donc des événements extrêmes moins intensifiés à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Une montée du niveau des mers dans tous les cas qui se poursuit, mais un peu moins rapide, on gagne un peu de temps. En gros, une dizaine d'années à 1,5 degré par rapport à 2 degrés pour s'adapter, pour reculer. Un risque clairement moins élevé de perte de biodiversité et de dégradation d'écosystèmes, par exemple pour les zones humides et les services qu'elles nous rendent. Sur la biodiversité terrestre, le risque de perte d'habitat ou d'extinction d'espèces, dans les études qui existent, qu'on a passées en revue, double, entre 1,5 degré et 2 degrés. En particulier dans les zones alpines, les zones arctiques, les zones tropicales. Et là où le signal est très clair, c'est pour les récifs de coraux tropicaux, un risque de dégradation sévère pour 70 à 90% d'entre eux à 1,5 degré, un risque de dégradation sévère pour quasiment tous à 2 degrés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les protéger. Ça veut dire qu'il faut enlever tous les autres facteurs de stress, parce qu'il y a une capacité d'adaptation, en fait, pour certains de ces récifs de coraux tropicaux. Mais le fait que les vagues de chaleur soient plus fréquentes, plus intenses et plus longues, ça va être difficile. Des risques moins élevés pour les pêcheries tropicales à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Des risques moins élevés pour la sécurité alimentaire, la sécurité en eau. Et en fait, des éléments essentiels de la dignité de la vie humaine. La sécurité d'approvisionnement en eau, en nourriture. L'activité et, autour de 2 degrés, on voit des effets négatifs pour la croissance économique, en particulier dans les régions tropicales. Alors, je vais essayer de le résumer d'une manière un peu caricaturale. À 1,5 degré, c'est les plus vulnérables qui trinquent. D'accord? Écosystème ou société humaine. À 2 degrés, c'est un peu tout le monde, en fait. Caricature un peu, mais ça résume un peu le résultat de l'analyse. Alors, là où les risques sont très élevés, c'est en Arctique, pour les zones arides, les petits États insulaires en développement, les pays les moins avancés. Mais c'est aussi des risques de développement. Entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a plusieurs centaines de millions de personnes, du fait des risques climatiques qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté. En particulier ceux qui dépendent des pêcheries, de l'activité agricole pour leurs revenus de subsistance. On peut agir. Cette information climatique, elle est là. On peut en tirer parti pour construire des plans d'adaptation. Préserver les zones humides qui font un effet tampon pour les inondations ou pour les sécheresses. Ça, c'est quelque chose de vital partout. Donc il y a des solutions basées sur la nature. Limiter les effets d'îlots de chaleur dans les villes, par exemple. Sur le littoral, ça demande de bien réfléchir, parce que si on continue à mettre des infrastructures, des investissements au ras de la mer, ça va être de l'argent perdu, en fait. Ça va être un coût par les mécanismes d'assurance et de solidarité pour tout le monde. Ça pose vraiment des questions assez importantes de ne pas se bloquer sur des trajectoires de vulnérabilité. Il y a toute la question de l'adaptation du secteur agricole, qui est énorme, en fait. Et on voit de l'expérimentation partout, en permanence, maintenant, parce qu'on voit des effets de sécheresse, des choses qui n'avaient pas été anticipées. Donc il y a en fait ce travail qui est à l'œuvre, mais on n'est pas tous égaux. Les capacités d'adaptation ne sont pas les mêmes quand vous n'avez pas de ressources, quand vous n'avez pas de centre de recherche et de développement. Et donc il y a cet enjeu aussi de coopération, de financement pour l'adaptation, pour les sociétés les plus fragiles. Ça fait partie en fait de ces enjeux et des mécanismes de négociation pour le climat. Alors je vais passer ça. Si on veut contenir le réchauffement climatique, c'est pas impossible, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que les émissions mondiales de CO2, pour 1,5 degré, diminuent en gros de moitié d'ici à 2030. Pour espérer contenir le réchauffement à 2 degrés, c'est moins 25% d'ici à 2030 dans le monde.
net zéro d'ici à 2050 pour 1,5 degré, net zéro d'ici à 2070 pour 2 degrés. Si on tarde, le réchauffement sera plus important. On peut aussi agir sur les autres facteurs, le méthane, les particules qui réchauffent. Et là, en fait, on a des potentiels de bénéfices immédiats pour la santé publique. Parce que le méthane, par exemple, alimente la production d'ozone, les pics d'ozone associés aux vagues de chaleur en été. Donc on peut en fait avoir des bénéfices, c'est pas que un investissement pour le climat. Ça peut être aussi pensé dans des stratégies de santé publique. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc au lieu que les émissions montent année après année, pour 1,5 degré, l'ensemble de quelques dizaines de trajectoires de développement socio-économique qui ont été passées en revue, c'est une diminution rapide, et puis des émissions même négatives, net négatives, à la fin de ce siècle. Net négatif, ça veut dire quoi? Stocker du carbone partout, à la surface des continents, renforcer la capacité des écosystèmes à le faire, stocker du carbone dans les sols, avec des pratiques agricoles qui permettent de le faire, ou avoir des techniques physico-chimiques pour pomper le CO2 de l'atmosphère et le stocker, par exemple, ou, à grande échelle, utiliser l'énergie de la biomasse, parce que les plantes, elles enlèvent le CO2 de l'atmosphère par la photosynthèse, brûler ça et puis récupérer les fumées et l'enfouir. Donc ça s'appelle l'énergie de la biomasse avec captage et stockage. Dans certains de ces scénarios, c'est présent à grande échelle, ça pose beaucoup de risques. Beaucoup de risques, parce que la biomasse qui pousse vite, elle n'est pas ici, hein. Elle est dans les régions tropicales, là où il y a des forêts primaires, là où il y a des tourbières, avec des enjeux potentiellement importants. On l'a vu avec la pression pour les huiles de palme, les agrocarburants. Dès qu'en fait on ouvre un nouveau marché pour l'énergie de la biomasse, par exemple, on rentre en compétition avec des enjeux de sécurité alimentaire, de préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des risques d'accaparement de terre, etc. Donc il y a ça en fait qui est caché en fait, derrière les trajectoires avec des émissions négatives très fortes. Il y a des jeunes ici. C'est pour eux qu'on fait ça. Qu'est-ce qui se passe si on tarde à agir? On se dit, Trump, vous savez ce qu'on entend toujours. Pourquoi moi? Les États-Unis, la Chine, le Brésil. Si on tarde, simplement parce que les autres tardent, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à émettre, et puis peut-être qu'on va avoir des risques nouveaux, peut-être qu'on se dira, il faut que j'agisse maintenant. Donc il faudra agir en fait au même rythme, un peu plus tard. Ça veut dire qu'en fait, dans ce cas-là, on va dépasser 1,5 degré. On aura des risques associés, risque de perte irréversible d'écosystèmes, risque de crise pour les sociétés les plus fragiles. Et puis si on se dit, je veux revenir en arrière, je veux revenir à 1,5 degré, alors ça voudrait dire qu'on extrait à grande échelle du dioxyde de carbone de l'atmosphère et qu'on le stocke quelque part, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'on se dit, voilà, le fardeau qu'on va léguer aux jeunes d'aujourd'hui, ça va être de faire le sale boulot qu'on ne sait pas faire nous, de le faire plus vite, plus fort, donc ça va être plus cher. Et puis on fait confiance à des technologies qui ne sont pas prouvées aujourd'hui pour essayer de régler le problème à l'avenir. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que la question de la réponse au changement climatique, il y a ce que je peux vous montrer de faits scientifiques, mais profondément c'est une question morale. C'est une question de justice entre les générations, c'est une question de justice entre les ressources et les capacités d'agir. Et nous sommes un pays riche. Avec une grosse dette, mais un pays riche. Ça demande en fait, c'est pas impossible de contenir le réchauffement à 1,5 degré. C'est ce que montre l'analyse qui a été faite de toutes les options d'action. Mais ça demande des transitions sans précédent de tous les systèmes. Énergie, usage des terres. Usage des terres, ça veut dire gestion des forêts, agriculture, aménagement du territoire, système alimentaire. Comment on pense les villes? Comment on a une industrie qui fonctionne en circuit fermé, en économie circulaire? Quelles infrastructures pour baisser les rejets de gaz à effet de serre? Et des infrastructures qui soient résilientes, qui fonctionnent dans un climat qui se réchauffe. Il y a plein de solutions. En fait, notre rapport, il met sur la table toutes les options d'action pour l'adaptation, pour l'atténuation système par système. Et on les a étudiées avec 6 dimensions de faisabilité. Géophysique, environnementale, économique, technologique, socio-culturelle. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Est-ce que vous êtes prêts à changer? C'est une question qui est vitale en fait. Et après, institutionnelle. La gouvernance, c'est un enjeu majeur. Si on veut le faire, il faut le faire à tous les niveaux. Pour nous, ça veut dire quoi? La collectivité, le particulier, la collectivité, la région, la France, l'Europe alignée. C'est ça en fait, la gouvernance multi-échelle cohérente. On a encore des petites difficultés en fait de cohérence de la gouvernance multi-échelle. Des nouveaux choix de comportement. Ça implique aussi, il y a des choses sine qua non. Si la démographie augmente de manière colossale, ça va être impossible. Si on ne sort pas du charbon très vite dans le monde, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait avec votre épargne? D'accord? Vous n'avez peut-être pas l'impression de financer le charbon. Qu'est-ce qu'on fait avec votre épargne? Vous avez peut-être un petit pécule quelque part. Ça pose la question de la réorientation de la finance, de la transparence sur la finance, de la traçabilité, de réorienter les investissements en dehors des énergies fossiles. C'est des rentes en fait, c'est plutôt pas mal pour des investisseurs.
fait des rendements garantis, sortir l'argent de ça et l'investir vers l'efficacité énergétique, l'isolation des logements, les solutions bas carbone. Donc c'est des questions majeures de structuration en fait profonde de notre système financier. Montée en puissance des renouvelables, des ruptures qui sont à l'œuvre sur le prix de l'électricité offshore, éolienne, photovoltaïque, les capacités des batteries. Il y a vraiment des ruptures en fait dans le monde. Il faut aller aussi vite sur les véhicules électriques, électrifier tous les usages finaux de l'énergie. On peut le faire en fait. Dans chaque secteur, on peut le faire. Mais est-ce qu'on arrivera à le faire assez vite? Est-ce qu'on est prêt à le faire assez vite? C'est ça les questions qui sont posées par cette commande politique, de faire le point sur les transitions possibles. Alors, je vais passer sur le détail, peut-être sur la gestion des terres. Il y a plein d'options. Afforester, reforester, l'agroforesterie, l'intensification soutenable de l'agriculture, produire mieux sur des surfaces réduites, l'agriculture de conservation, pour jouer sur la biodiversité, la gestion des sols pour augmenter la quantité de carbone stocké dans les sols, la gestion de l'élevage extensif, avec le stockage du carbone dans les prairies, l'amélioration de l'alimentation des ruminants pour réduire leur rejet de méthane, la restauration des écosystèmes, la gestion des zones humides. Dans le monde entier, c'est un enjeu majeur associé au changement d'usage des terres. Il y a des conditions propices à la mise en œuvre de ces transitions. La cohérence des politiques publiques et la gouvernance. Si on veut vraiment le faire, il faut se fixer un cadre, il faut se fixer des règles, il faut les tenir dans la durée. L'innovation technologique et sociale. Les solutions, elles sont là. Il y en a qu'on peut déployer demain. Il y en a d'autres qui restent à construire, à inventer, à faire baisser les coûts. Donc ça, c'est un investissement sur l'effort de recherche et d'innovation. Pour les jeunes, c'est formidable. C'est de nouveaux métiers, c'est penser les choses autrement. C'est quelque chose qu'on peut voir comme un défi, en fait. Quelque chose qui est stimulant, qui va amener de la créativité. De l'éducation, de la formation. Des nouveaux choix de manière de vivre. On n'est pas obligé de manger du bœuf à tous les repas et des produits laitiers tout le temps. On ne le faisait pas il y a 50 ans. En fait, vous l'avez vu, ce changement de pratique alimentaire. Donc il y a des choses à déconstruire, des choses qui sont mauvaises pour notre santé, mauvaises pour l'environnement. Manière de se déplacer. On a des maladies chroniques parce qu'on ne fait pas assez de sport. Donc se déplacer avec des mobilités douces, des mobilités actives, c'est quelque chose qui a des bénéfices énormes en termes de santé publique. Et il y a des endroits où on fait des ordonnances de vélo, vous savez, en Alsace. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à penser avec l'angle santé, l'angle bien-être, l'angle climat, où les choses s'alignent. Et puis la mobilisation de la finance qui est clé, en fait, pour beaucoup de choses. Il y a un besoin urgent d'action ambitieuse parce qu'on n'est pas du tout sur la trajectoire. Les promesses des États, c'est une augmentation qui se poursuit lentement des émissions mondiales de gaz à effet de serre entre 2029, 2025, 2030. Ils vont les réviser dans les prochains 2 ans. La France, elle va remettre ses promesses sur la table dans 1 ou 2 ans, comme tous les autres pays. On ne sait pas où on en sera. On ne saura pas quels seront les engagements des différents États. On sait très bien d'où ne viendra pas l'ambition. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui bougent partout dans le monde. Donc ce sera quelque chose à observer avec attention. Et les années à venir, elles comptent. Parce que si on veut éviter de dépasser 1,5 degré de réchauffement global, il faut que ça baisse fortement d'ici à 2030. Et c'est pas, on n'a pas 10 ans pour agir. Il faut agir maintenant pour avoir un effet mesurable dans la décennie à venir et garder ouvert cette fenêtre d'opportunité. Et on peut construire des transitions qui soient éthiques, équitables et justes. Et je vais terminer avec ça. L'enjeu de la maîtrise du réchauffement climatique, c'est un enjeu de développement soutenable. C'est un enjeu de conservation des écosystèmes. C'est un enjeu de bien-être humain pour des choses essentielles. Les plus pauvres, la sécurité alimentaire. Donc les Nations Unies, elles ont défini des objectifs du développement durable. On peut les tenir tout en agissant par rapport au climat, en étant intelligent. Il y a plein d'options d'action. Il y en a qui créent de nouveaux risques. Il y en a qui apportent des bénéfices. Dans chaque contexte, dans chaque territoire, dans chaque pays, on peut choisir un ensemble intelligent de mesures, bien construites, pour avoir une transition, une adaptation, une atténuation qui protège les plus vulnérables. Ici, qui sera le plus vulnérable par rapport aux conséquences du réchauffement climatique? Moi, je ne le sais pas, mais peut-être vous pouvez le définir. Quels seront les écosystèmes les plus vulnérables? Qu'est-ce que vous voulez protéger en premier? Si vous avez une politique d'adaptation, est-ce que vous allez protéger les plus riches? Est-ce que vous allez protéger les infrastructures industrielles de production, les centres économiques névralgiques, ou les plus vulnérables? Si vous voulez sortir des énergies fossiles, vous allez mettre en place une fiscalité pour le faire. De revenus qui sont coincés sur la voiture pour les trajets domicile-travail, on taxe et on redistribue, typiquement. En identifiant bien qui est vulnérable par rapport à votre politique et en ciblant cette politique pour les protéger. Je disais ce matin, dans le monde, les 0,5 les plus riches émettent à peu près 13% des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à leur mode de vie. Les 50% les plus pauvres dans le monde, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc il y a des questions essentielles en fait sur où est-ce qu'on oriente l'action de sorte à avoir des signaux incitatifs qui permettent de bouger les choses, de le faire de manière juste, de manière éthique, avec des processus délibératifs. On comprend comment les décisions sont prises et on comprend que chacun fait sa juste part. Je pense que c'est une question qui est essentielle. Les trajectoires, il y en a plein qui existent, celles qui permettent d'améliorer le mieux le bien-être de tous et des écosystèmes. C'est les trajectoires où on agit sur la demande. C'est une question de sobriété en fait. Sobriété en énergie, sobriété en matériaux non renouvelables, sobriété sur le choix du régime alimentaire, moins de protéines animales typiquement. Parce qu'en fait ça donne des systèmes plus petits, des systèmes énergétiques plus petits, alimentaires plus petits, plus faciles à transformer. On peut le faire, mais il y a deux choses essentielles. La volonté politique, dans le temps long, pas un truc partisan, le bien commun, et la volonté de la société. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à porter ces transformations profondes? Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose sans précédent. Donc il faut avoir envie, en fait, de s'y engager. Parce que sinon, si on freine tous, parce qu'à chaque fois, on va toucher à des choses qui vont déranger, ça ne se fera pas. Et c'est la question qui est posée, c'est la question qui est posée ici comme partout ailleurs. Moi, je résume notre rapport en disant chaque demi-degré compte. Aujourd'hui, 1 degré de réchauffement, c'est pas la même chose qu'un monde 1,5 degré plus chaud ou 2 degrés plus chaud davantage. Chaque année compte. Si on n'agit pas cette année, on ferme une petite fenêtre d'opportunité, en fait, de contenir le réchauffement. Et chaque choix compte. On peut avoir des choix qui amplifient le problème. Et on peut avoir des choix qui portent des solutions. Ça peut être des choix individuels, ça peut être des choix collectifs, ça peut être des choix d'entreprise, mais chaque choix compte. Parce qu'en fait, dans beaucoup de nos actions quotidiennes, on ne le voit pas, mais il y a un lien avec les émissions de gaz à effet de serre, il y a un lien avec le changement climatique et ses conséquences. Je vous remercie de votre attention.